Alors, je vous remercie tous d'être venus, si nombreux, comme on dit, et pour accueillir notre amie Mireille Weyland, que j'ai connue grâce à Lucie, qui fait les enregistrements ce soir, parce que Lucie était élève à la faculté des arts plastiques, à la faculté, comment ça s'appelle, Panthéon, l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Alors d'abord, elle a fait ces études-là, puis après, elle a sauté la barrière, elle est venue de l'autre côté pour enseigner. C'est bien ça, hein? Voilà. Et alors après, elle a fait des formations dans tout le pays, dans le Nord-Pas-de-Calais, à Tours, à Poitiers, à Grenoble. J'ai pris des notes parce qu'il y a tellement de choses. Et puis, au cours de ces pérégrinations, elle a constaté un manque dans le milieu hospitalier. Et voilà, elle voit l'utilité et même la nécessité de la présence des arts plastiques dans l'éducation des handicapés moteurs et des malades chroniques. Et ceci lui a inspiré la rédaction d'une thèse là-dessus. Mais elle nous a dispensé de sa thèse et elle a fait un résumé dans un livre qui est accessible au grand public. C'est un beau petit livre qui est là, que vous pourrez acquérir si ça vous intéresse, à 15 €, plutôt 14,95. 14,90. 90. En principe, sur les centimes. On oublie les centimes. Et voilà, je suis vraiment très heureux d'accueillir Mireille et je vais lui laisser la parole parce que c'est à elle d'en parler, pas à moi. Merci. Mireille, à toi. C'est moi qui vous remercie de m'accueillir afin de présenter ce travail de 30 années. Au moins. Au moins. Disons plus. Mettons 20. Donc, je vais commencer juste par une petite anecdote pour parler de la couleur et du pourquoi de la couleur dans cette recherche. On peut remonter à l'enfance et on est devant une cheminée en Lorraine. Il fait froid, il y a du verglas, etc. Mais dans la cheminée, il y a des crayons de couleur et une orange. Peut-être que c'est ça qui m'a imprégné par la suite. On va quitter justement le gris, le verglas, le froid pour aller en Algérie. Et là, on va découvrir une autre lumière. La argile blanche, le solaire. Ça aussi, va avoir certainement une incidence sur mon travail. Outre que mon père et ma mère étaient des gens créatifs, en plus. Bon, un peu plus fort, Mireille, s'il te plaît. Donc, malgré ce qui se passait à l'époque, justement, du côté d'Alger, la lumière est restée dans ma mémoire, le soleil. Et j'ai travaillé pour dans le champ des arts plastiques. Voilà. Pourquoi le handicap? Effectivement, je suis donc entrée à la fac d'art plastique qui venait de naître. À un moment donné, dans les années 70, il existait un diplôme de dessin, un diplôme de Claude Bernard, et puis la fac d'art plastique a remplacé ce diplôme qui était aussi, cette formation qui était très académique. Et je suis rentrée, c'était l'époque où j'ai pu effectivement rentrer à l'université. Et puis ensuite, effectivement, je suis passée de l'autre côté. Mais je m'étais aperçue, pour connaître effectivement le milieu hospitalier, des centres de rééducation, si je puis dire, où on pouvait suivre également des cours, c'est-à-dire se remettre à niveau. Il manquait des cours d'art plastique. Il y avait un peu de poterie, mais le plus important, c'était, selon les professeurs, les mathématiques, le français, à la limite, l'anglais ou autre. Donc j'ai travaillé avec des jeunes handicapés qui venaient d'Afrique, de Turquie, un petit groupe dont je parlerai tout à l'heure.
le fait que j'ai enseigné par la suite, donc l'art-thérapie, c'était pas mon cheval de bataille. C'était plutôt effectivement donc de faire en sorte que les arts plastiques entrent dans le milieu hospitalier. Mais j'ai eu un directeur de thèse qui s'intéressait justement à l'art-thérapie. Pour effectuer cette thèse, j'avais rencontré le docteur Viard à l'hôpital Sainte-Anne. Et j'avais fait un parallèle entre cette vision de l'art-thérapie et le travail où les peintres handicapés et les jeunes également handicapés qui suivaient des cours ou qui étaient dans des ateliers d'art plastique au sein même de ces lieux hospitaliers. Donc là, un jour, alors que je cherchais désespérément un lieu où pouvoir enseigner justement les arts plastiques dans ces centres, c'était impossible, j'ai reçu une proposition donc, de mon directeur de thèse qui m'a demandé si je pouvais donner un cours qui s'intitulerait art-thérapie. Donc je me suis dit, bon, je remonte sur Paris, je continue, je me renseigne, etc. Alors que je connaissais juste les prémices de cette art-thérapie, c'était au tout début. Et bon, j'ai pas dit non. Et ça a commencé comme ça. Ça a duré jusqu'en 2013. Mais j'ai eu quand même pas mal de difficultés à imposer cette discipline qui était plutôt refusée, mal vue par mes collègues qui étaient des artistes, pour la plupart. Ils ne voulaient pas que la psychiatrie, parce qu'à l'époque on parlait de l'art-thérapie comme une psychothérapie, et les origines se situaient donc la plupart à Sainte-Anne. Donc il était hors de question de faire rentrer la psychiatrie à la fac d'art plastique, donc à la Sorbonne. Moi je suis arrivée là comme ça, alors il souhaitait créer un DU, un diplôme universitaire d'art-thérapie au sein même de l'université. Donc d'où le scandale, mais très souterrain, moi je ne savais pas. Je ne savais pas ce qui se passait réellement, pourquoi. Et donc je suis arrivée là avec mes gros sabots et mon cours d'art-thérapie qui a créé un autre tremblement de terre au sein de la fac. Et pendant une bonne vingtaine d'années, je me suis battue pour que ce cours, qu'un temps j'ai enseigné avec une psychologue, artiste aussi, tienne le coup, quoi, jusqu'au bout. Donc 20 ans de vacation à se battre contre l'université, parce qu'on estimait que c'était un travail sur le terrain et que ce n'était pas encore un travail de chercheur, ce qui était faux. Donc jusqu'à un moment où je puisse être titularisée et imposer ce cours sur 2 années, c'est-à-dire en licence 2 et licence 3. Une fois bien installé, il ne pouvait plus disparaître, et encore. Donc jusqu'en 2013, j'ai assuré ce cours. Et tout en étant effectivement formatrice et enseignante dans les DU d'art-thérapie. Il faut savoir qu'il y avait deux formations, c'est-à-dire que l'art-thérapie avait une vision plus psychothérapeutique, et l'autre une vision plus paramédicale, avec qui je me sentais plus en accord. Mais je connais bien les deux et j'ai pu travailler dans ce sens-là. Donc j'ai été appelée pour faire des formations, dont une comme à Lille, et intervenir dans les DU, à la fois de Tours, de Poitiers et de Grenoble, effectivement, qui sont dans le paramédical et qui placent l'art en début de ligne, si je puis dire. Ce n'est pas seulement une façon de faire de l'art-thérapie, il a son importance. Donc voilà pour la petite histoire.
Et je vais vous... Donc le livre, a commencé à se mettre en place au tout début, sans que je sache vraiment où j'allais aboutir. Donc ça, tout dépendait des cours que je donnais aux étudiants. Comment les intéresser vraiment à l'art-thérapie, c'est-à-dire partir de la pratique pour aller à la théorie. Donc j'ai pensé, dans l'idée de créer ce que j'appelle un dossier couleur, avec une série d'exercices que je pouvais leur proposer et pour leur contrôle continu. Donc certains étudiants choisissaient effectivement un des exercices ou deux, s'ils pouvaient, soit qu'ils le fassent eux-mêmes, c'est-à-dire que soit pour eux-mêmes, soit de faire travailler un peu peut-être leur famille, ou des personnes autres que peut-être de rester dans le champ de l'université. Donc c'était, je parlais du jeu. Le jeu, c'était l'identité. Donc j'ai créé donc ce dossier, ce que le jeu aime, ce qu'il ressent et d'autres choses. Et le lien aussi avec les personnes qui entourent l'étudiant, la personne qui crée cet exercice. Voilà une première partie qui est donc dédiée aux étudiants. Les étudiants, en principe, je ne dirais pas qu'ils n'ont pas de problématiques ou de problèmes particuliers, mais il faut donc être très vigilante, justement, même dans un cours comme celui-ci, qui était choisi. Rares sont ceux qui choisissent parce qu'ils n'ont pas d'autre solution de place dans un autre cours. Là, il y avait vraiment un intérêt très fort pour l'art-thérapie, en plus qui n'était pas ordinaire d'avoir un tel cours au sein d'une fac d'art plastique. Donc cet intérêt aussi peut-être était là pour des jeunes qui avaient quelques difficultés, si je puis dire, ou quelques problématiques. Donc c'est ça, quand je parle de vigilance, de savoir repérer ce qui va ou ce qui ne va pas, et ce qui se dit dans le dossier. D'autres étudiants pouvaient faire un stage, donc dans une institution, là où il y a ou non de l'art-thérapie, et encore c'était encore très difficile de trouver justement un lieu où faire ce stage. Il y avait à cette époque une association qui s'appelait Personne Image, pour les jeunes aussi qui présentaient un handicap. Et j'ai eu plusieurs étudiants qui ont choisi, au tout début, c'est-à-dire dans les années 88-90, qui ont choisi ce lieu pour effectuer le stage. Donc ils me rendaient un rapport de stage qui devait être leur donner une note pour leur contrôle continu. Il y avait aussi une autre possibilité, c'était d'interroger les artistes sur leur rapport, justement, est-ce qu'ils connaissaient l'art-thérapie et qu'est-ce qu'ils en pensaient. Et à cette époque-là, c'était plutôt de l'ordre du rejet, dans la mesure où ils se considéraient comme des artistes, ils ne se considéraient pas comme des patients. Ou alors, vraiment, ce qu'ils disaient, c'est que oui, mon travail est une thérapie. Donc là, on entre dans tout un questionnement qui va, donc ça va nous rouler pendant des années, à savoir à quel moment le travail artistique ou pas va être de l'art-thérapie. Signale que thérapie à l'époque veut dire prendre soin de la personne. Que l'art dont on parle, c'est l'art avec un petit A. Ce n'est pas l'art qui va être accroché au mur, si je puis dire. Donc
ce qu'on a remarqué à un moment donné, c'est qu'en psychiatrie, on avait cette idée, lorsqu'on avait découvert que les schizophrènes, les personnes schizophrènes avaient une production artistique, que finalement, l'art pouvait être thérapeutique. On a fait quelques erreurs à ce sujet, à un moment donné, il y a quelques temps, peut-être à Sainte-Anne ou autre, c'est de les exposer sans qu'ils le sachent. C'est-à-dire d'accrocher leurs œuvres au mur et ensuite les faire venir pour qu'ils voient leurs travaux placés donc, comme des œuvres artistiques. Mais ça pouvait, de se voir là, comme il n'y a pas de distanciation entre ce qu'ils créent et eux-mêmes, à cette époque, ça pouvait créer des décompensations. Et même, ça pouvait être encore plus dangereux. Donc c'est toute cette réflexion par rapport à l'art, est-ce qu'il est thérapeutique, est-ce qu'il ne l'est pas, ou est-ce que... Donc tout ça va je vais en parler, réfléchir dans des congrès, dans des colloques avec la Fédération des arts thérapeutes et autres. Donc là, on peut dire que l'art n'est pas thérapeutique en soi. Il peut être dangereux si la personne dans l'atelier d'art-thérapie n'est pas cadrée, si je peux dire, protégée. Donc le travail, ça va dépendre de chaque art-thérapeute, va avoir sa façon de, je ne dis pas d'enseigner l'art-thérapie, mais de travailler avec les patients. Selon si le choix est de considérer l'art-thérapie comme psychothérapie, ça va être très différent de celui qui considère que l'art-thérapie est plutôt du côté paramédical, en considérant que l'art, la pratique artistique est à la fois très importante, à la fois au niveau humanitaire. Donc on considère que c'est l'humain qui est là, et avec la relation qui est très importante au sein de l'atelier. Donc ça, tout ce travail de réflexion s'est fait avec les étudiants. Donc j'ai axé ma recherche sur ce travail de recherche avec les étudiants. Ça, c'est la première partie du livre. Ensuite, il y a la deuxième partie, donc je vous lirai quelques passages, puisqu'il va y avoir une galerie de portraits, si je puis dire. Donc j'ai travaillé avec des jeunes handicapés moteurs, comme je vous le disais tout à l'heure. Et c'est déjà, à ce moment-là, il y avait je me suis aperçu après, qu'il y avait les prémices du dossier couleur. Puisque j'ai travaillé sur les autoportraits, les émotions, l'émotionnel, qui est très important aussi. Et ensuite, à peu près dans les années 90, on a créé une association qui est devenue un centre de formation pour les personnes SDF, donc qui était à la maison d'accueil de Nanterre. C'est une de mes étudiantes d'alors, parce que j'ai à la fois enseigné, certes, à la fac d'art plastique de la Sorbonne, mais également à Paris 8 pendant 3 ans. 3 ans parce que certains collègues ne pouvaient supporter l'art-thérapie au sein même des cours d'art plastique, d'une licence d'art plastique. Donc ce travail avec les personnes SDF a duré 6 ans. Je vous dirais que les dossiers ont fini par être perdus, maintenant paix à son âme, et par Pasqua. Donc ça s'est arrêté et j'en ai tiré pas mal on a tiré une réflexion très importante,
très riche. Disons que le contact avec ces personnes était très riche. Pas facile, c'était pas de l'art-thérapie, c'était de la réinsertion, mais au bout du compte, moi pardon, en tant qu'art-thérapeute, j'avais un autre regard sur ces personnes et la question se posait, est-ce que l'art-thérapie pourrait être positive pour ces personnes-là? Et c'était la fin des dernières années parce qu'on n'avait pas seulement les personnes SDF, mais également des chômeurs de longue durée et même on nous avait peut-être imposé un groupe d'adolescents très perturbés en 3 jours pour étudier leur créativité ou les années créatives, ce qui était un peu absurde. Donc, à un moment donné, effectivement, on s'est posé la question. On avait quelqu'un, effectivement, parmi dans le groupe, qui pouvait être pris dans un atelier d'art-thérapie. On pensait à ce moment-là qu'on pouvait créer un atelier d'art-thérapie. Là, on en était, on avait créé un centre de formation. Les personnes qui étaient les stagiaires, parce qu'on les considérait comme des stagiaires, qui avaient été sélectionnées pour ne pas avoir des personnes trop abîmées qui pouvaient bouleverser un peu le travail que l'on faisait. Nous avions toutes sortes, des sortes de cours, et en même temps, on pouvait les sortir, si je puis dire. On les avait même emmenés à Belle-Île. Donc c'était comme formation assez riche. Le bilan personnel qui était réalisé à la fin, on leur recherchait des lieux qui soient, non pas seulement à leur convenance, mais qui puissent les accueillir, comme des petites sociétés ou autres, afin qu'ils aient un travail qui puisse nous permettre justement de sortir de la maison d'accueil de Nanterre, et qui n'était pas évident. C'était une ancienne prison. Ils dormaient dans des dortoirs avec juste un petit casier pour leurs affaires. Ils risquaient il y avait des moments où ça se passait très mal, où ils pouvaient revenir avec des bleus, etc. Enfin bref, si vous lisez le livre de Docker sur cette maison d'accueil dans les années 80, où qui était psycho, qui rentrait là pour voir ce qui se passait. Nous, on est passé un peu au-dessus, c'est-à-dire qu'on n'était pas rentré dans ce monde, on n'avait pas conscience de ce monde. Des personnes qui étaient vraiment très très mal en point et donc qui étaient mal traitées aussi, même à la maison d'accueil de Nanterre. Donc les stagiaires que nous avions étaient tout à fait capables de suivre ce parcours-là qui les amenait à autre chose. Mais le problème, quelque chose qui se posait, c'est on va leur trouver effectivement un travail, on leur apporte le moyen de se regarder autrement. Mais on ne savait pas ce qui allait se passer après. Est-ce qu'ils allaient pouvoir tenir le coup? Et parfois, on sait que certaines personnes SDF avaient du mal à se considérer comme, ou se sentaient comme enfermés. Ils n'étaient plus dehors, ils n'étaient plus à la merci de toutes sortes d'horreurs, si je puis dire. Mais en même temps, il y avait une difficulté à rester, dans un lieu avec un travail et autres. Donc là, il y aurait un travail à faire au niveau psychologique. Donc, moi, j'avais un groupe de 15 personnes. Donc un atelier artistique.
15 personnes, mais qui étaient beaucoup plus, qui devaient se sentir plus libres dans ce genre d'atelier que dans un autre cours où on travaillait sur eux-mêmes, en faisant des bilans personnels et autres. Il y avait également des cours de théâtre, ce qui fonctionnait très bien. Et puis, mais parmi tout ce groupe-là, je vous présenterai quelques portraits pour voir chacun était différent. Chacun avait, certains pouvaient être certains étaient très fragiles, d'autres un peu destructeurs, d'autres encore, c'est moi, je sais tout faire. Je veux prendre la place de celui qui enseigne. Enfin bref, on trouve, vous le verrez, donc lecture de ces portraits, que c'était pas si évident. Au début, on peut dire, le groupe fonctionne bien. C'est lisse, il ne se passe pas grand-chose. Mais la première fois où j'ai rencontré, où je suis arrivée pour créer cet atelier, il y avait un monsieur qui était très, régressif. Et on avait une salle qui était toute neuve, enfin comme une salle d'école. Et je voulais changer un peu l'espace, changer la place des tables, donner une autre image du cours. Mais ça le perturbait. Changer leur espace, tout ça pouvait les perturber. Donc j'ai quand même réussi à faire en sorte que ça soit plus agréable, c'est-à-dire que de se sentir comme si on était à l'école. Avant, à un moment donné, quand on est sorti de la maison d'accueil de Nanterre, on a atterri, si je puis dire, dans une école. Donc ils avaient des petites tables, des tout petites tables à l'ancienne, avec le banc accroché à la table, qui étaient pour des enfants, qui étaient faits pour des classes, des enfants. Après, on a créé effectivement le centre de formation en allant à Bois-Colombes, où c'était pas tout à fait luxe, parce qu'il n'y avait qu'une salle pour les accueillir. Et sinon, moi je sais que là, j'ai pu travailler ma propre... mais dans le grenier de cette école, où il y avait des souris. Donc, mais eux, donc, ils avaient la salle la plus chouette, si je puis dire, pour pouvoir suivre les cours, le stage, si je puis dire. Après, on a eu ce centre de formation, encore un truc au-dessus, un niveau au-dessus, là où on pouvait, effectivement, on pouvait avancer et recevoir d'autres populations. Comme je vous le disais tout à l'heure, les personnes au chômage de longue durée. Ce n'était pas plus facile de travailler avec les personnes chômeuses, qui présentaient aussi quelques problématiques dont il fallait, je ne dirais pas se méfier, mais faire attention. Quand on a reçu aussi là les jeunes adolescents, qui, disons, il y avait le professeur de sport qui s'occupait des garçons, ensuite on s'occupait à côté des filles, mais leur détresse était telle que la communication ne se faisait pas entre eux, il pouvait y avoir des bagarres et autres, c'était très difficile de maintenir tout ça. Un autre exemple, c'est dans mon groupe, il y avait un monsieur qui était certainement un migrant, probablement venant du Pakistan ou autre, qui était très stylé, très bien poli, sans idée. Mais à un moment donné, il a perdu son crayon. Et il s'est imaginé que son voisin, en fait, lui avait volé son crayon. Et là, il est monté en vrille.
Et c'est très difficile, à un moment donné, quand on n'a pas tout à fait le moyen de calmer la personne, mais elle ne se laisse pas calmer. On ne pouvait pas la toucher. Ni rien. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été chercher la directrice. Parce que là, à cette époque-là, ça me dépassait. On sentait que ça montait et que ça pouvait être très difficile. Parce que le groupe ressent effectivement tout ce qui se passe. Et ça pouvait déstabiliser tout le groupe. J'avais quand même une quinzaine de personnes dont il faut, s'occuper, c'est-à-dire passer de l'un à l'autre sans négliger l'autre, si je puis dire. Donc sinon, il y a quelque chose, ça ne va plus. Donc voilà ce qu'on pouvait effectivement un peu se confronter avec les personnes SDF dont je vous présenterai tout à l'heure quelques portraits. Ensuite, j'ai intégré une association d'agriculture hôpital, quelqu'un ici connaît bien, et je l'ai rencontrée parce que la directrice, ou celle qui avait créé cette association, est arrivée à la fac pour chercher des stagiaires, pour voir s'il y avait des jeunes qui étaient intéressés justement pour intervenir auprès des personnes, pour la plupart souffrant de la maladie d'Alzheimer et d'autres pathologies ou difficultés. Donc ça a donné un moyen supplémentaire pour les étudiants, justement dans leur contrôle continu. Et ensuite, tout ce travail qu'ils faisaient, de toute façon, leur a permis de comprendre pourquoi ils voulaient travailler avec ces personnes-là. Avec Culture Hôpital, donc on emmenait ces personnes-là dans les musées. Donc, ou alors, quand c'était pas possible, ils venaient dans mon atelier, donc où je leur présentais mes travaux, et ensuite, ils exprimaient ce qu'ils ressentaient, et ensuite, je les faisais travailler, enfin, je leur proposais, je ne leur imposais pas, je leur proposais de travailler avec les papiers que j'avais, puisque moi je travaillais avec les papiers, le collage, donc des papiers de soie et autres, donc on était là avec quelque chose que l'on touchait, ou alors avec des tissus ou autre, donc on était dans le tactile, dans la sensation corporelle. Et sinon, j'ai travaillé aussi, je suis allée aussi en EHPAD animée avec Marianne qui est là, donc des ateliers. Et là, je travaillais avec le tissu aussi. Donc c'était. Et là, d'être en contact avec avec ces personnes, on est dans l'instant. Dans l'instant où ils vont se remémorer certaines choses, où ils vont ressentir donc, un bien-être en manipulant tous ces tissus et en réalisant justement une œuvre. Aidé en cela par un aidant ou une personne qui était Marianne. Et là aussi, il y a toutes sortes de réactions. Comme une dame qui me dit savoir qu'est-ce qu'on fait là, qu'est-ce que c'est la création. Quel est le but de ce genre de travail? Je dis travail, mais c'est pas un travail. C'est quel est le but? Elle me dit. La création? Point d'interrogation. Donc elle avait saisi, parce que elle n'était pas facile. Donc il fallait aussi être très, très vigilante et à la fois présente sans lui imposer quoi que ce soit. Donc beaucoup de richesse auprès de ces personnes-là. Ces personnes aussi bien personnes SDF que les jeunes handicapés que j'ai eu dans un premier temps, ou
ces personnes de culture qui étaient au sein de Culture Hôpital. Ce qui m'a permis aussi de comparer ce qui se passait au Québec. Lors d'un congrès avec dans le DU, dans le cadre du DU de Tours, un Canadien, enfin un Québécois était venu présenter son travail avec ce questionnement. Est-ce que le fait de sortir, d'amener les personnes dans des musées pouvait être thérapeutique? C'était en 2006. Et c'est seulement il y a quelque temps, lorsque j'ai voulu faire une comparaison entre ce qui se passait avec Culture Hôpital et ce qui se passait au Québec, à savoir est-ce qu'il avait réussi à imposer cette vision-là, j'ai retrouvé effectivement sur Internet, donc je suis allée voir sur Internet, et j'ai vu qu'ils avaient créé des sorties muséales qui pouvaient être effectivement thérapeutiques, mais parce c'était suivi d'un atelier d'art-thérapie, c'était suivi aussi d'un repas, donc c'était quelque chose, un ensemble, donc un tout, mais que les personnes n'étaient pas forcément atteintes de la maladie d'Alzheimer ou autre pathologie, mais simplement peut-être un peu en difficulté ou fragile. Et il y avait aussi des visites donc, de muséales, avec toute une ambiance, on entendait des oiseaux, de la musique et autres, et la personne seule se promenait dans ce monde-là, si je puis dire, dans ces musées. Ensuite, si elle voulait, elle avait effectivement, elle participait à l'atelier d'art-thérapie. Donc, ça m'a permis de voir un peu cette différence qu'il y avait entre ce travail-là, des Québécois, et Culture Hôpital. Là, il y avait personne au Québec, donc dans ces visites-là, il y avait personne d'autre que cette dame ou monsieur qui se promenait dans ces lieux. Ce qui était peut-être un peu plus difficile lorsqu'on avait des partenariats avec le Centre Pompidou et d'autres lieux artistiques. Lorsqu'il y avait ces promenades, je veux dire ces visites d'une exposition ou d'un bout d'exposition, enfin je veux dire un bout, c'est n'importe quoi, mais c'était au milieu des autres visiteurs. Donc mais ça n'empêchait pas les personnes de rentrer en contact avec la conférencière ou autre, et de réveiller aussi leur mémoire et de parler de leurs ressentis, de ce qu'ils voyaient et autres. Donc je pense que les deux façons de faire, celle d'intervenir au Québec ou Culture Hôpital pouvaient se rencontrer. Donc voilà ce que je peux vous dire pour l'instant, ce parcours. Et donc dans un deuxième temps, je vais vous présenter quelques portraits. Bon, je ne les connais pas par cœur, donc je vais vous le lire sans vous poser trop d'ennui. Donc là, il y a effectivement le premier, donc c'est la seconde partie. Dans un premier temps, ce sont des jeunes handicapés dont je vous ai parlé tout à l'heure, handicapés moteurs ou autres, et ce sont des adolescents, on voit un peu plus, qui viennent donc soit d'Afrique, soit de Turquie, et qui ont des retards au niveau scolaire et pour la plupart se trouvaient en cours élémentaire. Donc là, on a les premières peintures de Cady. Je vais en choisir une à chaque fois, un adolescent ou une adolescente à chaque fois.
pour pas vous présenter un peu les... Pas très clair, mais... Donc là, j'ai eu beaucoup quand même de difficultés à réunir un groupe. C'est-à-dire qu'ils ont des soins. Par exemple, certains sont en dialyse, étaient en dialyse. Ça pouvait changer de jour. Du coup, j'en avais un ou deux. Après, je pouvais en avoir trois. Après, il y en a d'autres qui venaient voir ce qu'on faisait, puisqu'on était en fait dans la cafétéria du centre. Il n'y avait pas de lieu pour autre. Donc, il y avait un va-et-vient, on sentait, c'était un peu... Ça pouvait être difficile, mais je m'en suis quand même sortie. Donc, en créant ça n'a pas duré très longtemps. Hein, juste, en fait, pour moi, c'était aussi un stage. Mais j'en ai réalisé en fait comme si c'était des séances d'art-thérapie. C'est pour ça qu'il est présenté dans le livre, comme ça, séance 1, 2, 3, 4, et chaque fois, ça montre toute la créativité de ces jeunes. Je vais arriver à voir. Ouais. Donc je vais choisir de présenter Kadi. Donc c'était l'adolescente la plus intéressée. C'est quelqu'un qui est arrivé en France, elle ne parlait pas. Enfin, elle ne parlait pas le français, pardon. Et elle n'avait appris ni à lire ni à écrire. Petit à petit, elle a retrouvé... Donc les adolescents en situation de handicap, au départ, il y a la prise de contact qui débute forcément par une réunion d'information, donc on prend connaissance avec les jeunes, quels sont ceux ou celles qui vont pouvoir intégrer, disons, ce stage, et quel protocole on va établir, puisque l'atelier d'art-thérapie, c'est ça. On se renseigne d'abord sur l'anamnèse de la personne, ensuite savoir où elle en est et pourquoi elle est en atelier d'art-thérapie. C'est son choix, on ne l'impose pas. Donc on établit le protocole et puis ensuite on met, donc j'ai mis l'atelier en place et au départ j'avais que trois participants réguliers qui ont bénéficié de 9 séances. Donc je vous ai dit que le lieu c'était une cafétéria, c'était pas évident, et on avait très peu d'argent, si je puis dire, pour avoir du matériel. Donc au départ, effectivement, on a du papier, de la peinture, et puis au fur et à mesure, ça s'amenuise, et on n'a plus rien pour acheter quoi que ce soit pour voir. Donc on utilise le papier craft, on utilise la poudre, bref, tout ce qui est... Donc, parce que cette cafétéria, elle était à la fois un atelier de poterie et aussi une salle de réunion. Donc, il fallait qu'on puisse se glisser à travers tout ça. Donc, en fait, je vous présente quand même les jeunes. Martine, donc nous avons... Nous avons Martine qui était née en 1954 au Cameroun. Et elle venait de Yaoundé. Son père était un grand propriétaire terrien. Elle avait un oncle et un frère à Polytechnique. Donc elle souffrait, elle, d'une fracture qui était longue à guérir. Elle avait les moyens de faire des études, mais ça ne l'intéressait pas. Donc elle n'avait pas envie de travailler. Donc ce qui expliquait le fait qu'elle ne soit qu'au cours élémentaire. Alors elle manquait de motivation, donc il fallait faire en sorte que justement cette motivation revienne. Elle restait dans sa chambre où il fallait aller la chercher. Donc j'ai passé une partie de mon temps à aller chercher les jeunes stagiaires, si je puis dire, dans leur chambre, affalés sur le lit, en train de regarder la télévision.
Donc, Caddy, donc, alors, combien ça vient pas? Ah oui. Donc, Caddy, on ne sait pas, je ne sais pas à peu près sa date de naissance, 1950 et quelques. Elle est née au Niger. Et en arrivant en France, elle donc, comme je vous le disais, ne savait ni lire, ni écrire, ni parler français. Lors de notre rencontre, elle avait acquis la langue française, avec quelques problèmes de vocabulaire, normal. Elle se trouvait également en cours élémentaire. Elle était intelligente, dynamique, douée pour la poterie, et son travail était soigné. Elle avait un grand souci de l'esthétique. Elle était dialysée 2 fois par semaine, mais venait régulièrement. Sen, un autre, est né en Turquie en 1950. Lui est également dialysé. Il est en première année à l'école des Beaux-Arts et il vient avec nous parce qu'il pense retrouver la possibilité de récupérer un cours de créativité aux Beaux-Arts. Donc les jours de dialyse malheureusement ont changé, donc il n'a pu venir comme il le voulait. Donc parce que la séance de dialyse se déroulait le jour où il pouvait venir à l'atelier. Donc vaincu par la fatigue, il a abandonné. Après j'ai eu d'autres pensionnaires qui étaient de passage, ils venaient voir un peu ce que l'on faisait. Alors nous avons Boîte d'Élie, dont je vous montrerai les photos tout à l'heure, qui est né à Alger en 1940. Il ne savait pas très bien lire ni écrire. Il était greffé d'un rein. Ensuite nous avons eu Patrice, qui était à Saint-Malo. Il disait avoir 20 ans et avoir fréquenté plusieurs centres. Il préparait un CAP de comptabilité. Son handicap nous était inconnu. Miri, lui, avait 18 ans. Il souffrait d'un handicap moteur et présentait une légère tendance, dit-on, je mets entre parenthèses, entre guillemets, une légère tendance schizophrénique. Il écrivait d'abord correctement, puis après son écriture s'égarait. Donc cette présentation donne une idée de la diversité des participants, de leur origine, des niveaux scolaires. Donc le but était effectivement de combattre les idées reçues, c'est-à-dire le beau, le joli. C'est-à-dire que lorsqu'il créait, lorsqu'il en a, les premières constatations, enfin ce qu'il disait, ben non, c'est pas beau, c'est pas joli, c'est moche ce que je fais, etc. Donc il y avait un dénigrement de leur travail. Ça les bloquait. Manque de confiance, je ne sais pas dessiner. Ça on l'entend de toute façon, quelle que soit la population. Dans un premier temps, lorsqu'on arrive dans un atelier ou autre, c'est je ne sais pas. Je ne sais pas dessiner, j'ai pas appris à dessiner, voilà. Donc il y a un manque d'estime de soi, de l'inhibition. Est-ce que je peux, donc chaque fois me demander là, est-ce que je peux faire telle et telle chose? Ou alors c'est de l'inertie. On doit tenir compte effectivement de la fatigue, puisqu'ils sont dans un centre de cure, et la difficulté de se servir de leur corps. Rien n'était prévisible. Donc je vais vous parler de Miri, hein, qu'est-ce que je dis, des bêtises, de Caddy. Dans un premier temps, c'est vrai que lorsqu'ils arrivent dans l'atelier, ils sont mal à l'aise. Alors, Caddy. Le premier objectif est de mettre donc l'être en mouvement. Lors de la prise de contact, il y avait un échange sur leur goût, leurs besoins et leur travail habituel, si nécessaire. De même que les exercices aussi de décontraction.
Alors, ce que j'avais pour le matériel, je vous l'ai dit, juste une feuille de papier canson, format raisin, le crayon de leur choix, quand même il y avait cette possibilité. Donc je regrettais effectivement que le lieu n'offrait pas la possibilité de travailler également, par exemple, à la verticale, c'est-à-dire de mettre un papier au mur qui faisait travailler au niveau du corps, de libérer un peu, d'avoir un peu plus d'aisance. Et là, on était un peu comprimé, si je puis dire. Donc au départ, Caddy, donc là, vous voyez de ses réalisations, donc la fleur et puis un jeu de couleurs. Au départ, elle va présenter un blocage. Donc il va falloir lui donner beaucoup d'explications pour lui permettre justement de se lancer, de lâcher prise. Le trait est hésitant, puis il s'inscrit petit à petit avec plus de fermeté. Cependant, la peur de déborder, c'est-à-dire que si on laisse aller le geste, si on laisse aller le corps, dans un espace un peu, on va créer dans un espace un peu réduit, il va y avoir souvent la peur justement de déborder, d'aller au-delà. C'est-à-dire peut-être de tomber dans le vide. Donc ça retient le geste, et au deuxième essai, le même tracé à angle aigu apparaît sur la feuille. Donc on n'a pas encore suffisamment d'aisance pour s'emparer de la feuille. Je parle juste de Caddy. Donc là, tu me dis si j'ai le temps de... Non, non, mais c'est bien. On va... Donc pendant... je vais vous parler de Caddy, mais je peux vous dire aussi que Martine, par contre, c'est quand même intéressant à le dire, elle s'amuse. Elle a des qualités artistiques. Donc, elle dit ça, elle s'amuse et ça nous fait réfléchir à cette notion du jeu, J-E-U. Est-ce que le jeu de l'enfance retrouvé ou celui du créateur en herbe, peut-être. À ce stade, il n'est guère possible de dire justement que le jeu lié à l'imaginaire et à la créativité soit ici, enfin l'était à ce présent. Là, on n'en était qu'aux prémices. Peu à peu, on a Scène qui est là, celui qui est idéalisé. Il est, lui, comme il suit les beaux-arts, il est quand même averti et il n'hésite pas, il s'exécute. Donc, dans un premier temps, le sujet va prendre conscience de son corps. Et le mouvement va se créer dans un espace qui est reconquis. Donc l'espace, il y a à la fois l'espace extérieur, mais aussi l'espace intérieur. Donc le corps est libéré en recréant le mouvement par la ligne. On parle de ligne. Donc il y avait certains exercices qui pouvaient allier la musique, le corps, la danse et le graphisme. Malgré tout, on se heurtait toujours au problème du matériel. Il aurait été intéressant justement d'avoir un magnétophone afin d'accompagner le geste en musique sans qu'il soit demandé au corps de danser. L'espace sonore est important, la musique est une enveloppe permettant de se recentrer, et comme l'atelier, elle peut isoler l'artiste dans sa création. Elle est entendue, mais elle n'est pas écoutée, ou par intermittence. Par moment, on crée, on n'entend pas la musique, et puis petit à petit, ça change. Enfin, donc, pour Caddy et Martine, une musique liée à leur pays d'origine pouvait déclencher un mouvement sans que cela leur soit imposé, voire demandé, et leur permettre de retrouver une connexion avec leur histoire.
Donc vaincre les blocages et les peurs, faire des choix, prendre des initiatives font partie du protocole. Il importe de respecter leur univers, leur vécu et les contraintes du handicap. À un moment donné, voyant les difficultés qu'ils avaient à se lancer dans un travail personnel ou autre, je leur ai proposé de travailler sur un thème. Donc là, on s'est posé la question de la pertinence justement du thème en art-thérapie. Est-ce que c'était intéressant de le proposer? Est-ce que ça n'allait pas bloquer? On va créer un autre blocage. Pardon. Donc on doit, dans ce cas-là, accepter les effets imprévus. Le rejet, mais aussi la révélation d'un potentiel, l'émergence d'un souvenir. Donner un thème dans le cadre d'une future exposition, par exemple, peut créer un blocage par faute d'intérêt ou au contraire décupler sa créativité pour se l'approprier. Donc dans l'atelier, je leur ai demandé de proposer un thème, c'est-à-dire que ça devait venir d'eux. D'où un grand silence. Là, rien. Donc je leur propose plusieurs choses. Le thème, le cheval court et suggéré. Ça accentue le malaise. Ils n'ont jamais vu un cheval courir. Les explications sont données. Le mouvement est décomposé. Au final, je regarde le dessin de scène qui m'évoque le dynamisme d'une automobile de l'artiste Roussolo, un peintre futuriste. Cependant, ce courant futuriste ne lui dit rien. Ça ne l'intéresse pas. D'où l'intérêt d'avoir des connaissances en histoire de l'art et un panel de reproduction d'œuvres de différents courants sous la main. Le pouvoir, justement, apporter autre chose et comprendre un peu ce qui se passe. Quant à Caddy, elle va traduire le mouvement, lent ou rapide, en le mimant et le transcrire sur la feuille avec une certaine aisance. Donc quelque chose se développe en elle. Sans doute est-ce dû à ses racines. Pendant ce temps-là, Martine et Sen sont moins dynamiques, moins engagées. Alors, on propose une troisième proposition est suggérée. La tempête, le vent, la forêt. Je vais essayer d'avancer. Encore le travail de Caddy. Là, on arrive au travail de scène, à la représentation de la fête. Donc, la tempête, le vent, la forêt, les bêtes qui fuient. Ils ont déjà vécu la tempête et pour la traduire, de grands traits zèbre la feuille. Caddy a toujours besoin d'explications. Martine, égale à elle-même, a tendance à dessiner la tempête. Elle ne lâche rien, elle ne lâche pas prise. Alors chaque séance était suivie d'un bilan. Donc j'avais vu en ce qui concerne les exercices, j'avais remarqué une peur donc de dépasser la feuille, une retenue, ce qui peut se ressentir également chez la personne lambda. Donc certains thèmes ne correspondent pas à des adolescents en lien avec le monde du dehors, si je peux dire, depuis trop longtemps. Parce qu'on passait beaucoup d'années, beaucoup de temps dans ces centres, pouvaient rester 5 ans, 3 ans ou plus. Donc ils étaient à la fois coupés de leur pays, de leurs origines et du monde qui les entoure. Donc certains thèmes ne correspondaient pas. Lorsque le thème de la danse a été proposé, les participants ont montré un intérêt. Leur attention a été davantage retenue. Donc avant de suggérer un thème, il faudrait le relier à une histoire, puis aux origines du sujet, afin qu'ils aient une véritable image
faire en sorte qu'ils se l'approprient et se permettent d'en changer la donne. Le cheval dont on parlait tout à l'heure, il peut devenir un lion et une gazelle. Ils peuvent aborder aussi la notion de vitesse, dans un contexte où tout est ralenti, où l'avenir est incertain. Donc là, on a aussi besoin de reproduction d'arcs, de braques, de pole-clés, qui seraient en lien avec le thème proposé. Mais ça ne les rassure pas. Ils les trouvent belles à côté de ce qu'ils ont réalisé. Donc il faut faire attention, effectivement, à la difficulté, effectivement, en présentant certaines œuvres, qu'ils fassent une comparaison qui soit négative. Il faut faire en sorte qu'ils comprennent les multiples façons de voir, de créer, quel que soit le sujet abordé, quelle que soit la formation, et que cela va se bonifier avec le temps. Donc là, à la séance 2, je reviens avec Caddy et Sen. Sen était fatigué par sa dialyse. Il se trouve devant la télévision. Je me trouve devant la télévision, il a oublié le jour. Caddy était en cours, elle est arrivée une demi-heure en retard, après avoir fait une course. Donc, une certaine... Marty tape à la machine dans sa chambre, elle se dit fatiguée, avant d'accepter de venir sans grand enthousiasme. Devant le manque de motivation à poursuivre l'étude du mouvement et leur désir de peindre, je leur propose d'explorer la matière et la couleur, ce qui retient leur attention. C'est là que ils vont faire l'expérience du tactile, les mains dans la peinture. Donc il a fallu trouver différents matériaux, de la colle, du sable, des cendres, toutes sortes de choses que j'ai déposées sur la table, avec l'idée de les associer à la peinture. Donc ils ont testé le pliage et ses effets, entraînant une discussion sur l'empreinte, l'épaisseur et la rugosité de la matière afin d'éviter de tomber dans la facilité. Le pliage est abandonné et remplacé par le contact direct des doigts dans la peinture. Alors, Caddy, c'est elle qui est la plus spontanée. Avant de prendre un pinceau, un tube de couleur. Elle est beaucoup plus à l'aise. Mais elle demande toujours la permission. Elle est plus spontanée, sensible, dynamique. Elle aime la couleur et en use avec bonheur, comme on l'a vu tout à l'heure. Voilà. On peut remarquer effectivement ces rapports de couleurs qui donnent une dynamique à l'œuvre. Quel que soit le sujet, il y a quelque chose qui retient d'elle. Lorsque je les invite à travailler sur l'expression des sentiments, il n'y aura que, effectivement, ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est de la peinture du haut. On n'avait plus de papier, hein, donc on a travaillé sur le papier craft qui ne fait pas ressortir la couleur. Donc il atténue un peu les lumières. Donc il va peindre, il va travailler sur la paix et la violence. Voilà. Vous avez la représentation de scène sur la paix et la violence. Donc, je vais lire avec donc, on permet à la suite, lorsque les dessins, les peintures sont terminés, les élèves vont porter eux-mêmes un regard sur leurs derniers travaux. Caddy se demande ce qu'elle va en faire.
Elle ne trouve pas ses dessins jolis, elle les compare toujours aux œuvres d'artistes qu'elle trouve belles. Le matériel s'amenuisant, ils utilisent la peinture en poudre et le papier craft. Et ôtent malheureusement tout éclat, aux réalisations. Malgré tout, ces peintures et les couleurs primaires plaisent à Cady. Donc on a étudié les états émotionnels, qui sont très importants. Et on voit. Oh, d'accord, c'est pas grave. Cady relie la joie à l'amusement, à la fête. Comment est-elle vécue et représentée dans son pays d'origine? Lors de la représentation, elle utilise le noir. Pourquoi? Elle ne sait pas. Elle le fait spontanément, sorte de jeu avec la couleur. Scène prend une grande feuille et tente par 2 fois de représenter la fête, le carnaval. Mais est-ce la fatigue ou bien les couleurs en poudre qui deviennent ternes sur le craft? Il n'arrive pas à exprimer ce qu'il veut représenter et découragé par se reposer. Cady essaie également de représenter la tristesse sans que ce mot ne lui dise quelque chose. Même si le papier craft rend très bien les couleurs sans éclat propres à la tristesse, Cady clôt la séance en explorant d'autres matériaux. Sa découverte de l'encre de Chine l'amène à dessiner un réseau de lignes qu'elle remplit de couleurs. Cette dernière peinture qui évoque un vitrail, exécutée librement, est sa préférée. Voilà, je voulais terminer avec Cady. Je les ai fait travailler ensuite sur le portrait et l'autoportrait, ce qui les a amenés à travailler sur le masque. Ensuite, il y aura donc un retour à ses origines qui lui permettra de travailler, d'être plus créative dans la réalisation du masque. Non, je n'ai pas la photo. Non, ça va pas. Il manque une photo. Donc, on remontre les travaux de Cady et de scène. D'autres pensionnaires sont passés, ont fait une œuvre, puis sont repartis. Là, nous avons le travail de Myri, qui avait 18 ans et qui est venue juste pour dessiner cette maison qu'il a découpée, contournée, parce que ça débordait de partout. Donc, à la 9e séance, donc, Myri est absent. Plus tard, il me posera cette question, est-ce que tu reviendras? Donc, le masque de Martine doit être terminé. Quelle est leur fonction? Leur utilité chez toi? Ce sont les hommes qui s'en occupent, me répond-elle. Martine découpe le tissu, le colle, pose les yeux et la bouche. Le masque est plat comme celui de Patrice. Il ne ressemble pas au modèle. Elle devra terminer seule car elle doit partir. Elle utilisera les coquillages et le polystyrène, puis la peinture. Elle regrette de n'avoir pu lui mettre une moustache et des cheveux. On n'a pas le temps d'en discuter. L'atelier ferme ses portes. En ce qui concerne Myri, lorsqu'il est apparu, la première question c'était « Tu veux dessiner ?» « Je ne sais pas, répond-il. Il prend cependant une grande feuille. « Que vas-tu faire ?»« Une maison. Elle sera bleue et jaune avec un toit rouge. » Il se met de la peinture partout, mais délimite bien les contours et prend un pinceau pour chaque couleur. Il ne peint pas le toit. Ce n'est pas la peine. Il campe une cheminée bleue et rouge sans fumée. Il découpe la maison. Pourquoi? Elle est sale.
Il ne souhaite plus rien faire, mais veut bien revenir, créer un masque la semaine prochaine. Myri a 18 ans, mais sa maison est celle d'un enfant de 4 ans. Elle ne possède pas de chemin ni de fumée, les fenêtres sont petites et se trouvent dans les coins. Donc le bilan qui est effectué à la suite de ces 9 séances, ça se sont échelonnés sur 3 mois. 9 séances sur 3 mois. Durée qui est insuffisante pour obtenir des résultats probants pour tout un chacun. Ces séances ont toutefois mis en valeur leur créativité et mis à jour les difficultés de chaque participant. Donc le lieu n'était pas adapté, on n'avait pas le matériel nécessaire, les contraintes étaient nombreuses, les participants peu motivés et donc le matériel restreint. Mais malgré tout, le déroulement des séances a été respecté. Donc, chaque mercredi. Donc la réussite de l'atelier dépend donc de nombreux facteurs. La personnalité des participants, notamment le milieu, mais aussi l'attitude de l'intervenant, qui porte l'entière responsabilité de la bonne marche de son atelier, intervenant dans la réussite de cet atelier. Donc l'intervenant, du fait des effets de l'art justement sur l'humain, se doit de veiller à ce que la personne, c'est-à-dire le patient ou autre, puisse en retirer une gratification. Se sentent, comme disait une des personnes SDF, se sentent tirés vers le haut. Le tout en vue d'une meilleure qualité de vie. Provoquer le désir de faire chez les récalcitrants, assurer le trait du timide, redonner confiance aux autres, provoquer donc le désir de créer, assurer le trait du timide, redonner confiance aux désabusés, restaurer l'estime de soi. Ce sont des objectifs qui ont été visés lors de la mise en place de notre protocole. Ceci, avec le recul, nous conforte effectivement dans l'idée qu'il y a une légitimité à ce que les sujets étudiés en thèse soient revisités sous l'angle d'un éventuel effet thérapeutique. Là, je ne peux rien dire sur ce dessin. Même la façon dont il a été travaillé, est-ce qu'il est dans le bon sens ou pas? On peut le faire. C'est un adolescent, quelqu'un qui est passé, qui est arrivé, qui est venu durant le stage, qui a peint cette œuvre, si je puis dire, et qui est reparti aussitôt. Donc je n'ai rien le concernant, sauf qu'il s'appelait Stéphane. Là nous sommes... J'ai encore longtemps? Alors là on est à 1h15. Oui, j'ai déplacé. Et il est... petit peu. Il est 21h15. Voilà. Je montre juste les... Oh oui, sur le diaporama. Oui, je peux bien pour là. Donc ça, c'est un centre de banlieue. C'est un professeur de dessin qui aura donné comme thème l'an 2000. On en était loin. Donc on voit qu'il y a le professeur de dessin, qui est un artiste aussi, qui peint plutôt proche du surréalisme. Donc on va le retrouver forcément, enfin on le retrouve dans les œuvres des adolescents. Donc la vision de l'an 2000. Là, nous avons un jeune adolescent qui est IMC, infirme moteur cérébral, qui est spastique, c'est-à-dire qu'il est tout le temps en mouvement. Le professeur de dessin l'a pris sous ses ailes et a
il a concocté un coin d'atelier avec un seau avec de l'eau, un autre avec de la peinture, et de faire en sorte que ce garçon qui rêve d'aller aux Beaux-Arts puisse créer. Donc nous avons une de ces réalisations. Le pinceau est coincé entre les orteils et avec de cette façon, il peut créer il a créé un certain nombre de peintures que le professeur de dessin a encadrées et exposées. Donc c'est la maîtrise de l'outil par la personne handicapée, la façon dont il va. Donc, mais là, ça c'est Boîte d'Élie qui a créé un formation. C'est ce qu'il fait là. Donc là, nous avons deux œuvres qui ont été réalisées chez la psychologue, qui s'est posé la question: pourquoi cette tache noire qui apparaît à un moment donné? C'est un traumatisme. La jeune fille de 14 ans a subi un traumatisme crânien. Donc est-ce que ce noir-là nous dit quelque chose? Mais en art-thérapie, on n'interprète pas. Donc en dessous, là aussi on a eu du mal de comprendre dans quel sens on pouvait regarder ce dessin, puisque c'est quelqu'un qui est accroché à un couteau avec un crocodile à côté, donc une mise en danger. Le jeune adolescent, enfin l'adolescent qui a créé cette œuvre, chez la psychologue, dessine en dehors des voitures de course. Il est myopathe. Là, nous sommes avec les personnes SDF. Le travail d'Ahmed, qui vient d'Algérie, et qui va nous présenter ces trois... Donc, ici, nous avons une des personnes SDF les plus fragiles, qui au départ joue un peu avec la couleur, mais qui par la suite s'intéressera aux œuvres de Nicolas de Staël et de Cézanne et autres, et puis qui subira un peu le rejet, enfin quelque chose qui va le détruire, une réflexion de la psychologue qui va je pense, détruire entre guillemets, puisqu'il ne reviendra pas. Là, je vous montre un certain nombre de peintures que j'ai retrouvées à la sortie lorsque là on est avec les personnes SDF. Donc au bout de 6 ans, lorsque ça s'est terminé, j'ai récupéré certains dessins. En 6 ans. Donc je vous les montre. Là, nous avons un personnage, enfin, nous avons Gilles, qui est une dame qui se disait peintre à Montmartre, sans être autorisée, si je puis dire, et qui s'exprimait de façon très, très libre, qui laissait le geste. Et en même temps, il travaillait sur le portrait. Et son désir, c'était d'être reconnu, effectivement, comme artiste. Voici d'autres recherches de couleurs. Là, un autre travail d'Ahmed, qui s'intitule Le Lac. Un dessin.
Donc on va retrouver aussi souvent le thème de la maison. Là, c'est une copie de Monet. Ah, là, c'est important parce qu'il y avait des personnes fragiles, timides, et c'est l'un d'eux, vraiment, qui a créé cette palette. Je leur avais demandé de créer leur propre palette, et voilà ce que ça a pu nous donner. C'est très riche au niveau des nuances, alors que d'autres personnes, d'autres hommes qui étaient beaucoup plus, avec un caractère beaucoup plus trempé, si je puis dire, qui n'utilisaient que les couleurs primaires, le rouge, le bleu, le jaune. Bon, ça ne s'est pas fait tout de suite, hein, cette recherche des tons, des nuances, mais le résultat est probant. Ça, c'est Patrice. Là aussi, on voit le dernier dessin de la maison qui est suspendue. Et c'est quelqu'un qui s'exprimait pas beaucoup, mais on a pensé, on a envisagé qu'il pouvait peut-être, en créant un atelier d'art-thérapie, y participer. Il a utilisé le papier froissé, le papier craft froissé. D'autres l'ont utilisé aussi pour créer des grottes. Donc il y a eu, ça a fait boule de neige, si je puis dire. C'est un travail sur le portrait. Et là, c'est un collectif. Et avec cette personne dont je vous ai dit qu'elle voulait être artiste, mais en même temps, elle n'arrivait pas à respecter l'autre. Là, il y a sur la droite le portrait d'un toutou, si je puis dire, et en dessous, il y avait effectivement un dessin du plus fragile. En quelques secondes, elle l'a recouvert. Ce qui a fait évidemment, je ne sais pas un drame, mais quelque chose de cet ordre, en lui disant qu'elle devait respecter le travail de l'autre. Là, on retrouve les maisons. Là, c'est une série de pastels. Là, c'est une grande peinture que je n'ai pas pu représenter dans son entier, donc je l'ai coupée en deux. Donc une série de pastels par le même auteur. En fait, comme je travaillais moi-même le pastel sec, on manquait encore là aussi de matériaux. Je leur avais amené mes propres pastels. Ben voilà. Je termine sur ce bouquet de fleurs. J'ai pas... Merci Mireille. Est-ce qu'il y a des questions peut-être? Oui. Oui. Oui, une question. Moi, dans ce que j'ai entendu, c'est que vous encouragiez beaucoup à s'exprimer. Oui. Mais est-ce que vous avez développé aussi des techniques pour soigner? Pour apporter un meilleur être ou un bien? Oui, vous trouvez ces techniques, elles se trouvent dans le dossier couleur.
Ouais. Donc vous C'est une utilisez série. certaines couleurs par rapport à certains... Non, c'est eux qui, Difficulté. je laisse le choix Ouais. aux personnes. On ne leur impose rien, on leur propose. Ouais. Et c'est eux qui vont vers c'est eux qui font leur choix. Donc en fait, elles s'expriment, mais elles ne sont pas cadrées dans un soin, c'est ça? Alors vous avez effectivement, vous avez l'atelier d'art-thérapie. Oui. Donc là où il y a un soin. Oui. Mais selon, bon, pour ma part, j'ai créé un certain nombre d'exercices qui sont tout à fait adaptables. Parce que je parle qu'ils sont adaptables, on ne peut pas les leur proposer tels quels. Mais adaptables pour des personnes qui souffrent d'un handicap ou de troubles psychiques. Ou, voilà. Tu veux dire que la couleur, en fonction de la couleur qu'ils vont prendre, qu'ils vont choisir, ça va vous dire quelque chose. Alors, je ne fais pas d'interprétation à ce sujet. Il n'y a pas de... Mais ça peut. On peut voir comment ça va évoluer. Certains ont fait des recherches avec des enfants qui souffraient d'une tumeur. Et comme l'enfant sentait lorsque les choses allaient de moins en moins bien. Donc et ça se répertoriait dans leur dessin. La couleur perdait son éclat, il y avait le noir justement qui commençait à arriver, à s'insérer dans les dessins. Mais je ne fais pas... Il y a un exercice que l'on... Enfin, je dis un exercice bien que ça ne plaise pas du tout aux autres art-thérapeutes ou à certains art-thérapeutes. On parle plutôt de présentiel, enfin des choses comme ça. Donc moi je reste avec cette idée d'exercice, bien que ce soit un terme très scolaire. Donc selon la pathologie, selon l'état dans lequel ils sont, je peux leur proposer ce que j'appelle la fiche couleur, avec un certain nombre de questions pour savoir quelle est leur couleur préférée, quelle est celle qu'ils n'aiment pas, quelle est celle avec laquelle ils pourraient enfin bref, créer autre chose, quelle est la couleur de leur chambre, enfin bon, toutes sortes de questions. Et c'est une fiche couleur qui est très ouverte, parce qu'à partir d'une question, on peut en avoir une autre et travailler autrement. Tu as eu l'occasion de voir, pour certains d'entre eux, une évolution, quelque chose qui... Ouais, parce que ça c'est super enrichissant de voir que ça a vraiment servi à quelque chose, qu'il y a eu une ouverture, une évolution qui a commencé à se faire, à se mettre en route. Oui, on le voit avec les jeunes adolescents handicapés. On voit comment Cadip est arrivé. Bon, je n'ai pas pu tout vous raconter parce que sinon on serait là encore demain matin, mais il y a une évolution. Oui. Une prise de conscience de leur capacité de créativité, ça rend plus d'estime d'eux-mêmes, se rendre compte qu'ils sont capables de faire quelque chose qui est en lien avec leur histoire propre, le pays d'où ils viennent, ils sont coupés de leur famille, ils sont donc ils ont perdu la motivation, ils sont là et puis ils attendent que ça se passe. Donc là on redonne une motivation. Mais après on ne sait pas combien de temps ça va durer. Donc, après, je sais qu'ils ont intégré un cours de dessin qui leur demandait de copier les œuvres. Donc ça fichait tout en l'air, si je puis dire. C'était pas du tout dans l'esprit. Donc, au niveau on va dire purement artistique, bon, moi j'ai vu ces maisons, enfin, j'ai pensé à deux choses qui m'ont traversé l'esprit. Donc, un rapprochement avec ce qu'on appelle l'art brut ou l'art naïf. Qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai que j'ai commencé par enseigner l'art brut, mais l'art brut, c'est pas de l'art-thérapie. Donc en général, c'est pas accepté comme art-thérapie. Ouais, je parlais d'un rapprochement, enfin, bien sûr.
Mais C'est un peu... des choses qui me traversent l'esprit un peu. C'est vrai que tu peux retrouver dans certaines productions un côté naïf. Il y a des gens qui n'ont pas, qui n'ont pas eu, qui n'ont pas fait d'études. Encore qu'il faut pas, faut comprendre que dans le groupe des personnes SDF, j'avais des personnes qui étaient ouvriers, effectivement, qui avaient quitté la province pour venir parce qu'ils avaient perdu leur boulot d'ouvriers ou d'agriculteurs ou autres, et qui arrivaient à Paris sans trouver de nouveau boulot, de nouveau travail, et qui n'avaient aucune connaissance, effectivement, de la peinture, de l'art ou autre, mais qui, au fur et à mesure, bon, c'est vrai que tu pouvais considérer que leur production était naïve, mais pas de manière péjorative. Non, mais péjoratif. En même temps, tu ne pouvais pas le mettre dans l'art naïf, c'est une chose. Hein, mais là, c'est différent de dire que quelque chose est naïf, qu'une production est naïve, c'est parce qu'elle n'a pas les moyens de peindre, tandis que l'art naïf, c'est comme le douanier Rousseau. Oui, c'est ça, oui. Non, mais je parlais de rapprochement, enfin bon, bien sûr. Tu peux toujours rapprocher, hein, tu peux le rapprocher. Mais pas confondre. J'avais, voilà, ces deux visions. Non, bien sûr, ouais. Mais art naïf et art brut, enfin bon, il y a des rapprochements à faire. Encore toute une histoire autour de l'art brut qui est pas... Puisqu'il y a eu quand même des personnes, on va dire, psychiquement un peu... tu peux le dire schizophrènes. Schizophrènes qui ont fait des œuvres reconnues. Enfin, j'ai pas de nom en tête. Les plus bien reconnus, c'est Aloïse, Wolfi, qu'on a exposé à Beaubourg. Maintenant, il y a un musée. Il y a un musée à Villeneuve d'Ascq qui est un musée d'art brut. Avec, donc on retrouve des peintres médiums, on retrouve des... Là c'est au niveau de l'art. Oui, là on ne faut pas leur parler d'art-thérapie. On est au niveau de l'art. Ouais, d'une reconnaissance de leur qualité artistique. Un autre, oui. C'est autre chose. C'est peut-être un peu... Là aussi, comment elle s'appelle cette peintre de Senlis? Séraphine, c'est de l'art naïf. Bon, elle était un peu spéciale aussi, Séraphine. Oui. Mais c'est très beau. Et alors, elle a quand même fait des œuvres d'art. Tu peux considérer... oui. Enfin là, je te chatouille un peu. Non, parce que... Je te chatouille un peu, mais... C'est vrai qu'après... Elle a été considérée comme artiste, mais pas tout de suite. Hein. On s'est retrouvée enfermée. Parfois, les frontières peuvent être un peu ténues, justement. Pour certains, oui. Pour certains, oui. Voilà, donc moi, je me situe... Mais c'est pas la même démarche. Tu n'as pas une démarche comme artistique voulue. C'est quelque chose de spontané et de... Oui, j'entends bien, on n'est pas dans la même démarche, mais voilà, mais je te titillais un petit peu. Non, mais tu peux, ça fait 30 ans que je suis titillée. Mais en même temps, j'avais ces images qui me traversaient, et à partir de quel moment, effectivement, moi j'ai vu des belles choses ici. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais on a vu des belles choses. Alors on se dit, bon, bah oui, mais... tu peux considérer que c'est beau sans que ce soit une recherche artistique de la personne. Ça n'empêche pas, même dans l'art considéré comme loisir, tu peux trouver aussi de très belles choses. Ah, bien sûr, les peintres. Mais tu as une démarche. Tu as une démarche qui est à la recherche de quelque chose de c'est autre chose. Alors que là, c'est quelque chose qui vient du plus profond de soi et qui nécessite, qui est une nécessité justement de créer. Et pourtant, vous avez dit qu'il y en avait une qui avait vraiment le goût de l'esthétique, la recherche de l'esthétique. Oui, Martine. Oui. Oui. C'est les frontières, quelquefois. Si elle avait accepté de continuer ou de s'investir, elle aurait pu faire effectivement quelque chose de son art, entre guillemets. C'est les premières études.
mais elle est en même temps bloquée. Elle ne va pas lâcher prise. Or, là, on demande un peu justement de lâcher prise et d'exprimer vraiment ce que l'on ressent. Peut-être qu'elle aurait lâché prise si ça avait duré plus longtemps. Oui, oui, si j'avais, bien sûr. Peut-être ressortir des artistes, ce style de démarche aussi, ça peut se faire à long terme. Oui. Et on découvre un artiste. C'est arrivé, oui. Bon, ça, c'est une bonne nouvelle. Oui, c'était une question que je me posais aussi. Oui, non, mais c'est une bonne question. Oh, merci, Charles. Mais c'est vrai, ça a toujours été un questionnement de savoir où placer l'art brut. Donc, les recherches du buffet, qu'est-ce qu'il y a derrière. C'est comme, si tu veux, dans l'art brut, il y a les peintres médiums et tu as le sage qui était mineur et qui, au fond de sa mine, de la mine, quoi, a entendu une voix qui lui a dit un jour tu seras peintre. Moi j'ai dit ça y est, je perds la boule et tout, enfin ça va pas. John Valley aussi, le peintre Oui. hongrois. John Oui. Valley, c'est la même chose, il a Oui. Entendu une voix, tu seras. comme ça. Ouais. Magnifique. Et c'est à la deuxième fois qu'il a entendu. Pourtant, une voix pas. La deuxième fois, il a entendu cette voix et il s'est mis. Et il a créé des choses extraordinaires, de symétrie. Donc, qui avait un lien, alors qu'il n'y avait jamais été, quoi, qu'il y avait un lien avec l'Inde, avec d'autres lieux. Et après, il a été récupéré par les spirites. Récupéré par les spirites, oui. Et là, sa peinture a perdu son... Comment on pourrait appeler ça? Son authenticité. C'est devenu quelque chose qui ne sortait plus de lui-même, donc presque banal. Dépossédé. Il était dépossédé, oui, un peu ça. Oui. Mais on ne sait pas d'où ça vient, comment ça vient et pourquoi. Bah oui, non, mais c'est bien qu'on ne sache pas. Maurice Denis qui a fait aussi des peintures. Voilà, c'est différent. Non, là c'est vraiment quelqu'un qui n'a jamais étudié, Oui, non, qui c'est n'est pas différent. artiste et qui tout d'un coup Oh, la spirituelle. fait des œuvres super Bah oui, et intrigantes, mystère. qui posent question. Bon, bah alors, merci beaucoup. C'était